Après la réunion du groupe international du suivi et du soutien au Mali et une visite des troupes de la MISMA à Gao, le président de la commission de la CEDEAO rencontre au président de la République par intérim, Kadri Désiré Ouédraogo, a été également reçu par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. La Banque mondiale octroie au Mali une aide supplémentaire d'environ 30 milliards de francs CFA. C'est le président de l'institution qui a donné la nouvelle au ministre de l'économie, des finances et du budget lors d'une séance de travail à Washington. La chronique santé du jour évoque les problèmes que rencontrent les agents de santé communautaire dans les villages. Une visite de la presse sur le terrain nous donnera plus de détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette nouvelle, les députés français ont voté aujourd'hui sans surprise en faveur de la prolongation de la mission d'intervention militaire au Mali, où l'armée française a amorcé un retrait de ses quelques 4000 hommes. L'opération Serval, engagée le 11 janvier par le président François Hollande pour chasser les islamistes qui occupaient le nord du Mali, fait consensus au sein de la classe politique française. Sa prolongation a été approuvée par 342 voix, 0 contre. Après le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, les principaux orateurs se sont félicités du consensus politique qui s'est fait dès le début sur l'intervention française au Mali. Je vous l'annonçais donc dans les titres. Le président de la République par intérim a reçu ce matin le président de la commission de la CEDEAO au centre des échanges, le compte-rendu de la réunion du groupe international de suivi et du soutien au Mali. Kadri Désiré Ouédraogo a été également reçu par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale par intérim. Le compte-rendu des audiences avec Mamari Koné. Au lendemain de la 4e réunion du groupe international de suivi et de soutien au Mali, le président de la commission de la CEDEAO s'est fait le devoir de venir rendre compte aux autorités maliennes. C'est ainsi qu'il a été successivement reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim, le Premier ministre et le président de la République par intérim. C'était pour moi l'occasion de leur rendre compte de nos travaux et également de bénéficier de sa vision sur la suite du processus, étant entendu que nous avons fait tous le constat que les choses étaient bien orientées, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan politique, et qu'il nous fallait consolider ces acquis. Après avoir échangé avec la MISMA et effectué une mission à l'intérieur du pays, le président de la commission de la CEDEAO s'est dit heureux de constater que toutes les dispositions sont prises pour l'amélioration des mesures sécuritaires. Et nous allons travailler dans ce sens, même après la transformation de la MISMA en force de stabilisation des Nations Unies, les dispositions seront prises pour que des forces d'appoint soient toujours disponibles pour faire en sorte que ce que nous avons vécu maintenant en matière de sécurité, eh bien que cela ne se reproduise plus et que nous puissions donner cette assurance aux populations. En ce qui concerne le volet politique, nous nous sommes réjouis de la mise en place de la commission de dialogue et de réconciliation et nous comptons beaucoup sur son travail pour l'instauration d'un climat apaisé pour nous permettre d'aller aux élections dans les délais prévus. Naturellement, la CEDEAO apportera toujours sa contribution. Lors des différents entretiens, le président de la commission de la CEDEAO a salué les efforts consentis et les résultats obtenus par les autorités maliennes pour la réussite de la transition. Il a aussi salué la bonne entente entre les forces armées et de sécurité du Mali et les troupes étrangères. Le président de la République par intérim qui a aussi reçu ce matin une délégation de la Cour suprême conduite par son président. Les juges sont venus réitérer leur engagement afin de jouer le rôle qui est le leur pour une sortie de crise rapide. Ils ont profité pour remettre au président leur contribution à l'effort de guerre. Le compte-rendu de Ndessi Soko. Au moment où les défis se font de plus en plus nombreux, notre pays a besoin de l'engagement de tous. Et si les Maliens ont une préoccupation majeure, il s'agit bien de l'application de la justice équitable et impartiale, toute chose nécessaire pour une résolution rapide de la crise. Pour assurer l'opinion publique, la Cour suprême est venue réitérer son engagement auprès du président de la République par intérim, à savoir assurer l'unité du droit et la bonne application de la justice. Nous avons assuré le président de la République que, par les temps qui courent,
la Cour suprême assumera toutes les obligations constitutionnelles qui sont les siennes. Faire en sorte que le droit soit dit parfaitement sur toute l'étendue du territoire. Cette assurance, nous la donnons en même temps au président de la République, mais aussi à travers lui au peuple malien. Parce que, au sortir d'une crise de cette nature, il est important souvent que le droit soit dit là où, justement, il y a eu des torts. Donc, sans vouloir minimiser le travail de la commission de dialogue et de réconciliation, nous pensons que dans certains cas extrêmes, la justice aussi a son rôle à jouer, avec fermeté certainement, mais aussi avec responsabilité. Et comme l'on ne pourrait assurer une justice équitable sans sens du patriotisme, les membres de la Cour suprême ne sont pas venus les mains vides. Ils ont remis au cours de cette audience 2 400 000 francs CFA au président Traoré en guise de contribution à l'effort de guerre. Et nous retrouvons le président de la commission de la CEDEAO qui était à Gao. Il a visité les troupes sur place du Serval à l'aéroport, à la MISMA, en passant par le poste de commandement de l'armée malienne. Le constat est le même, la ville de Gao est sécurisée, mais les risques résiduels sont à combattre. Daouda Zoumana Traoré. Les efforts déployés par les forces armées françaises, africaines et maliennes ont abouti à la sécurisation de Gao. Ce résultat collégial ne pouvait qu'être salué et encouragé par la CEDEAO. Je suis venu ici aujourd'hui transmettre les salutations et les félicitations de la CEDEAO à tous ces voyants soldats déployés sur le terrain et saluer les performances de toutes les troupes et particulièrement de la MISMA, qui, malgré les moyens limités de nos États, a su en moins de 3 mois déployer sur le terrain plus de 6200 hommes, soit près de 80% des effectifs prévus. Et nous avons bon espoir que d'ici la fin de ce mois, tous les effectifs seront en place. La sécurité à Gao, nous pouvons dire qu'elle s'améliore progressivement et de façon sûre, mais lentement. À Gao, ça fait longtemps déjà qu'on n'entend pas parler d'action de groupes armés et cela est dû particulièrement, je le dis et je le répète, à l'implication directe de la population auprès des forces qui sont sur le terrain ici pour leur propre sécurité. Les forces armées veulent aller main dans la main pour la concrétisation de la victoire finale. Les contingents sénégalais et guinéens sous la responsabilité nigérienne tiennent leur position et s'exécutent. Excellente coopération entre le Sénégal et la population de Gao, dans la mesure où eux-mêmes, c'est eux qui viennent pour nettoyer les locaux, c'est eux qui amènent des dons, ils participent à leur manière, soit par le renseignement, soit par les dons. On vit vraiment en symbiose, en très bonne collaboration avec les forces maliennes, avec la Serval et les autres contingents aussi de la CEDEAO. Le résultat, il est positif à 100%. Si tous les acteurs civils et militaires arrivent à maintenir ce climat de travail, le Mali recouvrirait la paix dans la laïcité et l'intégrité territoriale, a conclu Kadre Désiré Ouedraogo. Nous restons sur place à Gao où les forces maliennes et françaises continuent les recherches d'armes et de munitions à Djibok, à 110 km de Gao. Ces opérations de fouille ont permis de récupérer une grande quantité de munitions, 3 véhicules pick-up et 3 motos. Des suspects ont également été interpellés. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massan Doumbia. Après avoir reconquis et sécurisé la ville de Gao, les forces maliennes et françaises passent à l'offensive. C'est une opération de fouille de grande envergure qui a été organisée ces derniers temps dans ce sens. C'est là pour la énième fois afin de rechercher des terroristes ainsi que des caches d'armes et de munitions. La patrouille était composée de 2 échelons tactiques interarmes maliens et un détachement de soldats français. Ce sont les localités de Tigalalen, Samit et Inchoumalin qui ont été ciblées. Elles sont situées à plus de 5 km de Gao au-delà de Djibok. Et ce sont les Maliens qui étaient en tête appuyés par les Français. Sur cette opération, il s'agissait pour nous d'apporter des appuis si nécessaire, des appuis directs s'il y avait eu contact avec l'ennemi,
des appuis indirects avec l'artillerie si c'était nécessaire. Ici comme ailleurs, c'est le terrain qui commande le combattant. On se concerte pour mieux coordonner les actions. Nos combattants ont reçu la mission de fouiller cette zone. Progressant à pied, la patrouille découvre une ancienne base de terroristes. Plus loin, des fouilles ont permis de découvrir des caches d'armes et de munitions. Commença alors une véritable corvée pour les hommes qui ont déterré des batteries sèches destinées à alimenter les centrales téléphoniques, entre autres. L'armée malienne s'est montrée très proactive, très entreprenante et très vive dans l'action, ce qui nous a permis de fouiller de grandes zones dans des délais restreints et puis avec une grande efficacité. Le commandant des opérations côté malien s'est dit satisfait du travail. L'objectif que nous recherchons a été atteint. Nous avons, avec l'apport de la gendarmerie, nous avons pu appréhender des individus suspects et nous avons découvert des caches d'armes. Donc c'était le but de la mission et je considère que l'objectif est atteint. Ces terroristes ont été mis à la disposition des gendarmes de la mission. Parmi les gens interpellés, on a arrêté 3 personnes qui ont joué un rôle et qui sont des leaders parmi les Mojao. Donc, un a été appréhendé avec son véhicule, qui a assisté au combat de Konna. Les 2 autres ont été appréhendés, ils sont conduits à Gao. On a des véhicules saisis à leur niveau, sont conduits au niveau de Gao. Des campements en passant par des points d'eau, l'ambiance était cordiale entre nos forces et les populations. De quoi remonter le moral des troupes après une moisson fructueuse. Courage à nos forces armées de sécurité. La Banque mondiale a décidé d'augmenter son aide budgétaire au Mali avec une enveloppe financière de 75 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. C'est le président de la Banque mondiale en personne qui a donné l'information au ministre de l'économie, des finances et du budget. C'était au cours d'une séance de travail qu'ils ont eue à Washington hier. L'institution de Bretton Woods promet d'autres annonces importantes le mois prochain. Le reportage de notre correspondant sur place, Salif Sanogo. En arrivant à Washington, Tienan Koulibaly débarquait avec des préoccupations, les unes plus urgentes que les autres. En repartant des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, il pouvait laisser esquisser un large sourire, car dans la capitale fédérale américaine, il aura eu plus que des oreilles attentives, notamment auprès du président de la Banque mondiale, avec qui il a eu une longue séance de travail. C'est un signe de soutien de la Banque mondiale à notre pays que le président prenne 30 minutes de son temps pour me rencontrer. Et surtout, annonce à cette occasion qu'en dehors des appuis importants que la Banque fait déjà au Mali, qu'à l'occasion de notre rencontre, le président de la Banque mondiale a annoncé une aide supplémentaire de 75 millions de dollars, c'est-à-dire aux environs de 30 milliards de francs CFA supplémentaires à notre pays. La Banque mondiale va formaliser cela à l'occasion de la réunion de Bruxelles. Donc, la participation de la délégation du Mali aux assemblées de printemps est un succès. Après une année 2012 chaotique, les signes de reprise ne manquent pas. Les signaux rouges ont désormais laissé la place à un vert vif qui annonce ce qu'on pourrait qualifier du printemps économique et financier du Mali. Aujourd'hui, il n'existe plus personne sur la terre parmi les partenaires du Mali qui continuent à dire « je ne suis pas dedans ». Voilà, même les plus irréductibles sont avec nous. La seule exigence que les uns et les autres ont, mais ça nous le savions déjà, les gens veulent que nous organisions les élections. Nous sommes un gouvernement de transition, un pouvoir de transition. Il faut que les élections soient organisées, mais c'est quand même très bien qu'avant même que le pouvoir élu ne soit là, les aides soient déjà annoncées aujourd'hui et mises en place aujourd'hui. Donc je pense que les signaux sont verts. Les partenaires de notre pays seront à nos côtés pour nous épauler. Si cela ne fait l'objet d'aucun doute, ils ont toutefois insisté sur la bonne tenue des élections et le respect de la bonne gouvernance. Comme dans les autres pays du monde, que l'on soit avec ou contre le pouvoir sur le plan politique, cela n'empêche pas que nous sommes ensemble dans le pays. Il faut que les Maliens sachent être ensemble
pour le pays et que l'unanimité de la communauté internationale pour le Mali, nous ne la gaspillons pas parce qu'un pays n'obtient pas ça tous les jours. Le prochain grand rendez-vous du Mali va se dérouler à Bruxelles le 15 mai prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos partenaires répondront présents avec des annonces concrètes. Mais en attendant le rendez-vous de Bruxelles, voyons en France où la situation de près de 200 travailleurs immigrés maliens et mauritaniens va s'améliorer. Ils bénéficieront désormais d'une résidence sociale autogérée. Dénommée Mundo Montreuil, cette résidence abritera également des ONG et d'autres travailleurs sociaux de la ville de Montreuil. Fruit de 30 années de lutte, le bâtiment coûtera 8 millions d'euros. Le lancement des travaux a eu lieu vendredi en présence du consul général du Mali à Paris et de la communauté malienne et aussi de notre correspondant sur place, Makamfin Konati. D'ici 2014, à la place de cette ancienne usine sera bâti un complexe immobilier co-construit avec des travailleurs immigrés. La résidence sociale co-gérée du centenaire et une trentaine d'ONG et d'entrepreneurs sociaux y seront hébergés. Coût de l'ouvrage, 8 millions d'euros. Ce projet est l'aboutissement de 30 années de lutte. Un bâtiment où les gens sont entassés dans des petites cellules individuelles, c'est pas toujours vivable. Ce qu'on a souhaité faire, c'est respecter le mode de vie communautaire, autogéré, de 200 hommes qui vivent ensemble depuis des années et auxquels on a promis depuis 30 ans de reconstruire leur foyer. Ils ont été expulsés, ils ont dû squatter, ils ont été maltraités, ils ont vécu dans des conditions indignes sur le plan sanitaire, sur le plan de leur sécurité. Et 30 ans plus tard, je me suis dit que c'était impossible de supporter ça. Pour les 200 futurs bénéficiaires, ce projet ouvre de très belles perspectives, récompense de longues années de négociations et de combats. Nous recevons ce projet au profond de notre cœur parce que ce projet, ça nous tient beaucoup à cœur. Pourquoi? C'est une grande lutte, une longue lutte, très longue lutte. Moi, je suis venu ici en France, j'avais l'âge de 18 ans, en 1985. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir ce foyer. On était rêvé, mais notre rêve est devenu réalité aujourd'hui. Dès novembre 2014, un bâtiment de basse consommation offrira 38 logements sociaux, des bureaux associatifs et un espace de restauration. L'ensemble du dispositif sera co-géré par l'Office public de l'habitat montreuillois et les résidents. Actualité hors de chez nous toujours. Les Ivoiriens se sont finalement peu mobilisés hier pour les élections municipales et régionales boycottées par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, une participation d'environ 30% au niveau national, tandis que le parti au pouvoir relativise. Les partisans du FPI dénoncent une réconciliation en panne. Dans ce bureau de vote de Cocody, quartier résidentiel d'Abidjan, le dépouillement a été mené tambour battant, terminé bien avant la tombée de la nuit. Il faut dire qu'à peine 22% des inscrits ici se sont déplacés. La faible participation au vote est la principale leçon du scrutin de dimanche, 30% environ au niveau national. En 2001, le taux de participation au municipal était de l'ordre de 37%. Généralement, les élections municipales, locales, ne drainent pas beaucoup de gens. Et c'est un taux qui est acceptable. Le parti au pouvoir relativise, tandis que le FPI de l'ancien président Gbagbo, qui appelait au boycott des élections locales, dénonce une réconciliation en panne. On aurait dû prendre le temps de préparer ces élections en s'entendant avec l'opposition significative qu'est le Front populaire ivoirien, comme l'a suggéré la résolution 2062 de l'ONU. Fixer la date de façon consensuelle et réformer la CEI. Leur décision de boycotter n'a pas du tout influencé ces élections. Et puis d'ailleurs, pourquoi se réjouir du fait que les gens ne sont pas sortis? Et ils ne sont pas sortis, bon c'est bon, c'est fini. Le cycle des élections est terminé. Ces locales étaient en effet les dernières élections avant les présidentielles de 2015. En l'absence du FPI, elles ont opposé principalement les alliés au pouvoir, le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié et le RDR du président Ouattara, occasionnant quelques incidents. Mais globalement, le scrutin s'est déroulé dans le calme. La commission électorale a annoncé la publication des résultats complets d'ici le milieu de la semaine.
Les journalistes burundais s'insurgent contre une nouvelle loi sur la presse adoptée par le Sénat par 32 voix pour et seulement 2 contre. La nouvelle loi oblige les journalistes à dévoiler leurs sources dans les affaires rapportant à la sécurité d'État ou à l'ordre public. Pour la presse burundaise, pas question de baisser les bras. De nombreux quotidiens parus ce lundi à Bujumbura consacrent leur colonne à la nouvelle loi sur la presse. Pour eux, c'est le premier désamour entre le pouvoir législatif et la presse burundaise qui s'estime bâillonnée. Un sentiment largement répandu dans cette radio privée de la capitale. Mais pour les journalistes, pas question de baisser les bras. On va continuer à travailler comme d'habitude parce que l'histoire des journalistes n'est pas venue du Burundi. Et nous allons continuer à exercer librement en tenant compte des règles et de déontologie professionnelle du métier. Avec 32 voix pour et seulement 2 contre, le Sénat a adopté vendredi la loi sur la presse. Parmi les principales dispositions du texte, l'obligation faite aux journalistes de dévoiler leurs sources dans toutes les affaires se rapportant notamment à la sécurité de l'État et à l'ordre public. Comme plusieurs organisations internationales, le syndicat des journalistes burundais qualifie cette loi de liberticide. Et il y voit une volonté du pouvoir en place de punir les médias locaux. C'est comme, je dirais, une certaine revanche à l'endroit des médias qui, en certains moments, ont donné la parole à l'opposition, qui était même à l'extérieur, qui avait fui en exil. Et donc, un sénateur l'a bien clarifié que c'est effectivement pour mater les journalistes, pour mater les médias. L'Assemblée nationale avait été la première à se prononcer favorablement sur cette loi. Mais le texte voté par les députés a subi lors de son adoption au Sénat quelques légères modifications. Les 2 chambres du Parlement vont créer une commission paritaire mixte pour se mettre d'accord sur la version définitive du texte qui sera envoyée à la présidence de la République pour promulgation. Ici à Bamako, conférence de presse du Centre pour le dialogue humanitaire. C'est une ONG qui intervient au Mali depuis 1 an avec comme mission favoriser le dialogue entre les différentes communautés maliennes pour faciliter le vivre ensemble. Au cours de la conférence de presse, ces responsables ont salué la mise en place de la commission Dialogue-Réconciliation. Le reportage de Mohamed Diarra. Le Centre pour le dialogue humanitaire décide de donner plus de visibilité à ses actions au Mali. Et il n'y avait pas un cadre mieux approprié pour cela que cette conférence de presse. Sans tapage, cette ONG œuvre dans le sens de la promotion du dialogue intercommunautaire. La projection d'un film qu'elle a réalisé a permis aux journalistes d'avoir une idée précise des actions entreprises par ses responsables. Le film est en quelque sorte une restitution des différentes rencontres entre les notables, les élus du Nord et les réfugiés maliens dans les pays voisins. Il retrace les étapes de Kaya au Burkina Faso à Sali au Sénégal en passant par Gao et Bourem. Autant on réclame l'indivisibilité du Mali, autant moi je réclame l'indivisibilité des composantes de la population du Nord. Nous, la méthodologie est très simple. On leur dit où est-ce que vous en êtes, quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le Gourma de Gao, par exemple. Deuxième chose, pourquoi on a ces problèmes, quel diagnostic vous pouvez faire sur quelles sont les causes des problèmes que vous identifiez. Et puis, troisième chose, c'est comment on pourrait sortir par le haut d'une crise ou de crises ou de situations problématiques. Le Centre pour le dialogue humanitaire n'a pas vocation de se substituer à la commission du dialogue et réconciliation, loin s'en faut. Il est évident qu'on va leur proposer de travailler avec eux. Comment, c'est à eux de le définir autant que nous, mais on va être à leur disposition. C'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire, et à titre individuel pour ceux qu'on connaît, et au titre de l'organisation, qui est une bonne chose, encore une fois. Le siège du Centre pour le dialogue humanitaire se trouve à Genève. La représentation Afrique est basée à Nairobi, au Kenya. Les responsables interviennent dans les zones en conflit. Ils sont présents au Mali depuis mai 2012. Il est responsable du mouvement pour un autre Mali, MOPAP, Djamana Nyeta, qui était face à la presse objectif, informé sur les activités sur leurs activités et sur leur participation aux futures élections. Le compte-rendu de Adama Kodjo. Avec les hommes des médias, il était essentiellement question pour le mouvement pour un autre Mali,
Mopam Djamana Nyeta de réaffirmer la vision de la formation politique sur la gestion du pays. Une vision qui défend nos valeurs sociétales pour un Mali de justice, d'équité et de paix. C'est au nom de ces mêmes valeurs que le Mopam Djamana Nyeta a dans le passé mené certaines activités. Pour un Mali démocratique fondé sur des institutions solides, le mouvement politique appelle les uns et les autres à tirer les leçons du passé. S'agissant de l'élection présidentielle de juillet, comme annoncé depuis le 22 avril 2011, s'il plaît à Dieu, je serai candidat. Candidat, oui, pour conquérir le pouvoir afin d'instaurer la justice sociale dans notre pays, soulager les populations des multiples souffrances qu'elles endurent quotidiennement et créer les conditions propices pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse gagner dignement sa vie par le fruit de son travail. En un mot, je serai candidat pour la rupture. Créé en juillet 2009, le mouvement pour un autre Mali, selon son président, est disposé à tisser une alliance avec toute formation politique engagée sur la voie de la bonne gouvernance et de justice sociale. Comment accroître la participation des femmes au processus électoral? Une soixantaine de femmes leaders de la commune 5 du district de Bamako réfléchissent sur la question. La rencontre est une initiative de l'ONG Vision citoyenne du millénaire et le but est d'accroître le taux de participation des femmes aux instances de prise de décision. Abdrahman Mega, compte rendu. La réussite d'une élection juste et transparente dépend en grande partie de son organisation matérielle, mais aussi de la grande mobilisation des citoyens à la base. Tel semble être le message fort compris par l'ONG Vision citoyenne du millénaire en organisant le présent cadre de concertation. Cadre qui regroupe plus d'une soixantaine de femmes leaders d'associations des différents quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Ensemble, elles échangeront leur expérience sur un certain nombre de sujets, notamment la femme, vision associative et politique, le leadership féminin et le développement local. L'ONG Vision citoyenne du millénaire, sa vision, le renforcement des capacités, le développement économique, social et culturel des populations sur tout le territoire national. Pour la réalisation de cette vision, elle s'est fixée comme objectif de renforcer les activités de solidarité, de partage, d'amour pour son prochain. En organisant cette rencontre, l'ONG Vision citoyenne du millénaire ambitionne de doter les actrices du développement d'un certain nombre d'outils indispensables à leur autonomisation. En termes clairs, il s'agit d'inciter ces leaders d'associations à une prise de conscience et d'apporter leur contribution à l'essor économique de notre pays. Sans vos organisations, les collectivités ne marchent pas. Sans les chefs de quartier, les collectivités ne marchent pas. Sans les conseils de quartier, les collectivités ne marchent pas. Donc il a été décidé depuis bientôt 2 ans de mettre les collectivités au cœur des activités. Cette rencontre a également été mise à profit par les participants pour faire le bilan des activités entreprises par cette ONG de sa création à nos jours. Parmi les actions phares, on retient entre autres l'organisation d'une journée de salubrité, l'initiation des sessions de formation sur des sujets aussi riches et variés tels femmes, citoyenneté et art oratoire, l'organisation de la société civile, son fonctionnement et son organisation et le budget sensible au genre. Visite du ministre de l'Agriculture dans la région de Ségou après les zones de production de l'Office du Niger. Baba Berté était hier dans les secteurs de l'Office Ségou à Soké et à Dioro. Le ministre a visité certains travaux en cours et le site de la coopérative multifonctionnelle des femmes de Dioro. Le compte rendu depuis Ségou de Kandesila. Accueil à Soké et visite d'une unité de pré-nettoyeur de riz qui sert à produire la semence R2. Il s'agit à travers cette visite du ministre de l'Agriculture dans les zones de production de l'Office Ségou de s'imprégner des réalités de la structure. Le reste est pourvoyeur d'une bonne quantité de marché céréalier national. Cette année, la structure enregistre un excédent de 51 000 tonnes toutes céréales confondues et 6 000 tonnes pour le riz. Au niveau des travaux du projet d'appui au développement rural de Tchenkounou et de Tamani, PADER TKT, Baba Berté a pu constater un grand retard dans son exécution. Avec 85% de délai consommé de ce projet d'environ 15 milliards de francs CFA, essentiellement financé par la Banque islamique de développement, seulement 12% des travaux ont été exécutés.
Tchenkounou, c'est vrai qu'il y a d'énormes difficultés sur lesquelles, je le répète, nous allons réfléchir et apporter les solutions pour donner plus de célérité à l'exécution des travaux. Aussi, le ministre de l'Agriculture s'est dit réconforté par l'engagement de la coopérative multifonctionnelle des femmes de Djoro. 200 femmes regroupées autour de l'activité de transformation du riz demeurent convaincues que la transformation des produits agricoles est une alternative pour l'autonomisation de la femme rurale. Les hommes produisent du riz, les femmes achètent ce même riz et transforment et puis mettent sur le marché, ce qui quand même apporte de la valeur ajoutée aux produits agricoles. Pour un pays comme le Mali, un pays à vocation agro-silvopastorale, et nous n'avons pas de choix que de soutenir notre agriculture et pour en faire le moteur de développement, le moteur de notre croissance économique. Les autres temps forts de cette visite de prise de contact ont été le centre d'apprentissage agricole de Djoro et la remise des prix des 3 meilleurs producteurs de compost. Présentation à la presse de la Semaine africaine de la vaccination du 22 au 28 avril. Les pays africains célèbrent la 3e édition de cette semaine. L'événement est une initiative pilotée par l'Organisation mondiale de la santé et mise en œuvre par les pays de la région africaine. Le thème retenu cette année est « Sauvons des vies, prévenons les infirmités et vaccinons ». Rachel Tessougué, compte rendu. Durant une semaine, tous les États membres de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé organiseront une gamme d'activités. C'est dans le cadre des manifestations marquant la célébration de la 3e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Au Mali, des campagnes de vaccination de haut niveau seront organisées, ainsi que des événements d'éducation publique et de partage d'informations sur le sujet. Cette conférence de presse en est justement un avant-goût. Nous avons vu que la plupart des enfants non vaccinés, malheureusement il y en a au Mali, sont liés à des problèmes de comportement. Donc les activités tournent autour de la communication pour le changement de comportement. Dans toutes les régions, donc dans les radios de proximité des régions, il y aura des activités de communication importantes autour des directeurs régionaux de la santé. Malgré la sensibilisation faite par les acteurs de la santé sur l'importance de la vaccination, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, le taux de mortalité infantile est autour de 91 décès pour 100 000 enfants de moins de 1 an. Les couvertures vaccinales nécessitent encore des améliorations pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La Semaine africaine de la vaccination est une occasion exceptionnelle de renforcer les programmes nationaux de vaccination en exploitant les ressorts du plaidoyer et du partenariat. Les activités de la semaine s'étendront sur l'ensemble du territoire national. Le 4e Salon international de l'étudiant a ouvert ses portes ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Organisé par le Centre Djoliba, il se veut un cadre d'échange et de découverte pour les élèves et étudiants pour le choix de leur future filière de formation. Nando Dambélé, compte rendu. Sans être un symposium scientifique, cette 4e édition du Salon international de l'étudiant en a tout l'air du fait de la nature des stands et des communications. Durant ces 2 jours, les exposants vont présenter leur filière de formation, informer sur le système, le mode de fonctionnement et tout ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix. Exposés et visites guidées des stands ont été les temps forts de cet événement, lequel a agréablement surpris les responsables du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je suis vraiment agréablement surpris de la tenue de tels événements au Mali. Ce salon n'est que pour le moment un début de réalisation effectivement d'un des soucis majeurs de ce ministère de l'enseignement supérieur. 2 jours durant, élèves et étudiants seront informés à travers les conférences sur divers thèmes et les stands d'exposition sur le choix de leur future filière de formation. Les nouvelles sportives, c'est ce point de presse du collectif des clubs de Ligue 1 suite à la lenteur constatée dans l'application de l'article 49.1 des statuts et règlements de la Fédération malienne de football, un article qui stipule l'appel à candidature du renouvellement du comité exécutif de la Fédération 90 jours avant l'expiration du mandat en cours. Siragatou Sissé pour les détails. Face à la presse, le collectif des présidents de Ligue 1
a voulu sonner l'alerte. Motif, le mandat de l'actuel bureau de la Fédération malienne de football, élu le 12 juillet 2009 à Tombouctou, arrive à terme le 12 juillet 2013. À partir de cette date, un vide sera constaté selon les membres du collectif. L'ordre du jour porte sur un seul point, lettre ouverte envoyée par les 11 clubs de Ligue 1 signataires successivement à la FIFA, la CAF et la Fédération malienne de football. Les statuts et règlements de la FEMAFOOT sont clairs. L'article 49.1 stipule que 90 jours avant la fin du mandat, le secrétaire général doit lancer un appel à candidature pour le renouvellement du comité exécutif. Le secrétaire général devait lancer un appel à candidature 90 jours avant. Ce délai expirait le 11 avril. Nous avons attiré l'attention du comité exécutif sur cette violation. Tout collectif est régi par des textes juridiques. En la matière, quelle ligne directrice le collectif des clubs signataires va-t-il suivre pour mener son combat? Le collectif peut chercher la majorité des membres votants de l'Assemblée générale, c'est-à-dire 50% des membres de l'Assemblée générale plus 1, donc 51% des membres de l'Assemblée, peuvent signer une demande adressée au secrétaire général pour la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire, avec comme ordre du jour le renouvellement du comité exécutif. Les textes de la Fédération nous donnent cette possibilité. Tous les contours de l'ordre du jour ont été passés en revue. 11 clubs de Ligue 1 sur 16 ont signé la lettre. Les 5 clubs non engagés sont l'USFAS compte tenu de son statut particulier, le COB, le CES de Goulofila, le Yana de Koulikoro et l'AS Real. À ce rythme, le football malien n'est pas loin d'une crise. À la FEMAFOOT et au collectif des signataires de mettre de l'eau dans leur vin, dans l'intérêt supérieur de notre sport roi. La chronique santé du jour évoque les problèmes que rencontrent les agents de santé communautaire ASC dans les villages, initiative du gouvernement soutenue par l'UNICEF. La prise en charge des ASC est supposée être pérennisée par les communautés elles-mêmes, mais dans certaines localités récemment visitées par la presse, les problèmes ne manquent pas, malgré la reconnaissance et l'utilité de ces agents. Nos reporters Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré étaient à Famana, dans la commune de Katiena, région de Ségou. Le village de Famana est situé à 25 km du CESCOM de Katiena dont il relève. Son agent de santé communautaire a aujourd'hui à ses côtés les ASC de Famorila, de Togoba et de Djedougou qui ont les mêmes problèmes que lui. Comme ailleurs, dans ce village, le rôle des agents de santé communautaire a été déterminant dans la baisse du taux de mortalité infantile. Avant l'arrivée ici des agents de santé communautaire, on pouvait compter près de 10 décès d'enfants par semaine. Moi, j'ai personnellement perdu 2 enfants, l'un un dimanche et l'autre le lundi suivant. Mais depuis qu'ils sont là, les décès d'enfants ont baissé de 20 à 30%. L'arrivée donc des agents de santé communautaire a beaucoup contribué dans la diminution des décès d'enfants. Pourtant, les échanges avec les ASC réunis aujourd'hui à Famana font ressortir quelques problèmes. Venus pour la plupart de milieux urbains, les ASC n'étaient toujours pas rassurés qu'ils allaient continuer leur travail après 12 mois de prise en charge de l'UNICEF. L'UNICEF nous a recrutés pour une année. Après ce délai, nous ne savons pas si nous allons continuer à faire ce travail. Deuxièmement, nous aimons notre travail, mais nous avons quelques problèmes d'approvisionnement en médicaments. Troisièmement, pendant l'hivernage, les toits des maisons qui nous ont été affectés par la communauté Chouens. Quatrièmement, nous n'avons pas été rassurés. On ne nous a rien dit du prolongement de nos contrats. À la différence de beaucoup de localités où des mesures avaient été prises ou envisagées, la presse nationale a dû ici jouer tout son rôle de médiatrice. On va les prendre en charge. Comment qu'on va les prendre en charge? Le conseil communal a voté et que nous avons programmé dans notre budget 2013. Donc après la pérennisation, le budget communal va prendre les ASC en charge parce que nous avons bien connu quelle est l'importance des ASC dans les villages. Parce que les ASC, leur présence a rapproché
l'agent de la santé à la population. Effectivement, il y a un problème d'approvisionnement en médicaments. Récemment, le CESCOM a fait quelques travaux d'aménagement. C'est ce qui a joué sur notre budget. C'est pourquoi il y a souvent rupture de médicaments. En ce qui concerne les frais de transport, nous les prenons en charge quand c'est l'ASACO qui les convoque. Quand c'est le directeur technique qui les convoque, nous ne prenons pas cela en charge. Si les populations aiment égrener les bienfaits des soins essentiels dans la communauté, ils n'ont pas toujours bien accueilli ceux à qui il est interdit de faire une injection, leur domaine d'intervention étant bien défini. À Famana, ce sont les médicaments payants qui font souvent défaut et non les produits gratuits, selon l'agent de santé communautaire du village, M. Mamadou Koulibaly. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.